Imhotep, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique pour la session ouverte à tous les membres de la communauté Kouch Kamit Congo, à tous les étudiants de l'Académie de la culture noire kémétique, et à tous les membres, à tous les Wab Eka et tous les Amassou Baba et les Ankh Baba du père Ankh M. Teouti. Bekanefer. Aujourd'hui, sans oublier bien entendu tout le public qui nous soutient, à tous les publics de Bombali Makassi, à tous les publics et les membres soutiens de la Force Centricité internationale du Kokolobola dans la République démocratique du Congo. Bekanefer. Aujourd'hui, nous allons affronter un sujet sur lequel je me suis attardé et j'ai réfléchi pendant assez longtemps. Et la réflexion ne portait pas tant sur sur la substance à discuter, mais plutôt sur la relevance. Okay? Et ayant juste à bout réalisé ou disons cerné ce dont je voulais partager avec vous, j'ai donné comme titre la malédiction de Pharaon. C'est quoi la malédiction de Pharaon? Eh bien, pour ceux qui ne sont pas du Kouch Kamit Congo, cela peut ressembler à quelque chose de tiré par les cheveux. Mais je vous assure que cela n'est pas le cas. Bien souvent, vous avez entendu parler de la malédiction de Pharaon. Seulement, je vous en présente une autre version. La malédiction du Pharaon a été présentée comme les différentes plaies qui avaient frappé l'Égypte. Ces récits nous sont présentés dans la Bible chrétienne, mais aussi dans les histoires arabes. Nous retrouvons le même récit. Je vais aujourd'hui présenter une version authentique et différente de la version de la malédiction du Pharaon. Selon les récits que vous connaissez tous, eh bien, Pharaon aurait péché contre les dieux de la Bible et Yahweh en refusant de laisser partir les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël. Et à l'époque d'où interviennent les enfants d'Israël, nous avons affaire avec les pharaons Akhenaton, Amenhotep IV. Et ce qui en suit, pour ceux qui sont amoureux du contexte religieux chrétien, connaissent bien la suite. Aujourd'hui, plutôt, je voulais présenter une narrative complètement différente. La malédiction du pharaon présentée par la Bible a été retransformée, réécrite et reproposée selon des intérêts courants. Mais comme l'on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, cette malédiction existe bien. Et je vais essayer de les rendre la plus explicite possible. Il est courant de savoir, de noter et les études anthropologiques archéologiques historiques nous font état que la civilisation en Afrique, telle que nous appelons aujourd'hui la civilisation, commence avec l'Égypte antique. Et dans les études qui nous sont proposées de l'Égypte antique, nous voyons souvent ce qu'on appelle l'Égypte dynastique, pharaonique. C'est-à-dire, on nous présente l'arbre sans ses racines, ou les feuilles sans les branches. L'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, tire ses origines de ce qu'on appelle la dynastie zéro. Et la véritable origine de l'histoire du peuple mélanoderme se retrouve dans ce qu'on appelle la dynastie zéro. Qui, alors, en fait, quand nous parlons de dynastie zéro par rapport au début de l'histoire égyptienne, mais la dynastie zéro va beaucoup plus loin dans les pensées en remontant à l'époque proto-cimérienne. Mais aujourd'hui n'est pas le but de notre discussion quand nous parlons de la malédiction des pharaons. Mais ce qui est important, plutôt notifié, est le début de l'ère pharaonique.
Le premier pharaon de la dynastie 0 est bien Narmer. Narmer a été précédé au pouvoir, ou Narmer prend au pouvoir après Hérou. Et c'est ce que les livres d'histoire, les livres titres traitent de mythes, mais il ne s'agit pas d'un mythe. Mais seulement à travers la dynastie 0, on cache une histoire énorme. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là, dans cette présentation-là. Je vais m'arrêter à y prendre, à y puiser les éléments les plus essentiels. Cet élément tourne autour de Aussar, les pères créateurs, les pères divins. Eh bien, car Aussar crée la royauté égyptienne parce qu'il en est l'inspirateur. Il est celui qui construit la ville d'Abydos et est responsable, le père de toutes les civilisations de la lumière à travers non seulement l'Afrique, mais la terre entière. Alors ça, c'est ce que vous connaissez dans les civilisations de l'Amérique, comme Croate, dans les civilisations sumériennes, comme Enki. Les suivants des Haussars, qui sont connus comme les Nungal dans la culture sumérienne, sont présentés comme les archanges et les anges dans la culture ou dans la religiosité judéo-chrétienne, sont reconnus ou appelés dans la civilisation de l'Amérique, des Amériques de l'époque comme les Tétéototomais. Les Nungal sont appelés les veilleurs ou les anges. Aussar, quand il créa la civilisation égyptienne et qu'après sa mort, survenue il y a 10 000 ans, et bien la royauté va passer à Auset. Auset est la première souveraine parce que même du temps de Aussar ne gouvernait pas. Aussar a été le créateur, mais avait confié la gestion, la royauté à Auset, qui était appelé Res Kigal. Les Kigal étaient les domaines du plateau de Kizé, dans les souterrains. Res Kigal, c'est pourquoi Auset est définie la déesse des terres souterraines. Les Kigal étaient les domaines souterrains où, à l'époque, vivait cette civilisation jeune dans les sous-sols. Les Kigal, dont le point central est appelé les Nazareth pour lesquels va naître Jésus. Étrangement, Hérou va justement naître dans le deuxième niveau du Kigal qui est appelé Nazareth, qui est en Égypte antique, dans les sous-sols de ce qui est appelé aujourd'hui le plateau de Gizeh. Je suis en train de donner des informations importantes pour signaler que nous ne sommes pas en train ici de faire de l'épopée. Nous sommes en train de traiter l'histoire du point de vue archéologique, du point de vue anthropologique. Donc, et véridique, sur de base véridique. Donc, Aussar sert toute sa vie au service de l'humanité. Et il en meurt. La passion de Aussar a été récité pendant des millénaires dans les différentes civilisations mésopotamiennes et kémétiques. C'est cette passion qui va être reconstruite et présentée sous la passion de Jésus-Christ. Inutile vous signaler que les mots Yeshu en Médou Netcher, en égyptien antique, signifie c'est lui qui est choisi. Yeshu, c'est désignant un fils. Yeshu, Kereshti, c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui a été oint. Yeshu Kereshti, le fils qui a été oint. C'est Yeshu Kereshti qui va être transformé plus tard pour devenir Jésus-Christ. Une opération réalisée par les trahisseurs de l'Égypte antique. C'est lui qui a été pendant très longtemps le grand vizir de l'Égypte antique, Ramoshe, qui va fuir à l'époque d'Akhenaton et va emporter avec lui la richesse égyptienne. Et c'est à l'époque, c'est avec la fuite des Ramoshe que l'Égypte antique perd définitivement son pouvoir. Voilà, c'était un contour historique et retournant aux faits. En fait, l'institution pharaonique
a été commencée, a été initiée par Aussar et elle a été continuée par Héru comme les plus grands pharaons non humains que notre société humaine ait connus. Et ces grands pharaons avaient été où? De ces faits, les institutions pharaoniques avaient été créées et mises au service de l'humanité. Elle était là, les pharaons sont censés servir à l'humanité. Eh bien, mais qu'est-ce qui va se passer? Depuis l'époque des Narmer, l'Armer suit le travail de Héru qui avait été la réunion de l'Égypte. Il faut ici signaler que souvent l'Armer est présenté, c'est lui qui va réunir la haute et la basse Égypte. Mais ce que l'on se souvient, ce que l'on oublie de dire, c'est que pendant plus de 5 millénaires, Héru va mener une guerre sanglante pour défendre le territoire de l'Afrique, des Kemet, d'où il va porter le titre Héru. Pardon, je disais que Héru va devenir ce qu'on appelle Héru Béoutet, Héru le victorieux. Nous parlerons des épopées de Héru et des guerres de Héru dans un autre siège. Qu'est-ce qui se passe durant l'époque pharaonique? Eh bien, l'époque pharaonique va subir la trahison, ou je voulais dire, va tomber sous l'influence du clergé de Amon-Ra. Et les pharaons qui étaient censés servir le peuple en sont devenus les bourreaux. C'est ainsi qu'on dit aujourd'hui, on utilise l'expression riche comme un pharaon, puissant comme un pharaon. Pourquoi les pharaons qui devaient protéger le peuple en sont devenus les bourreaux? Il était dit dans la sagesse antique que les poches du peuple, du pharaon, sont les poches du peuple. Mais les pharaons, à partir de l'époque, ont changé cela. Le peuple était devenu leur poche. Et avec ça, les pharaons commirent la première plus grande trahison envers Aussar. Et par conséquent, perdirent leur protection. Les pharaons n'ont possédé plus la protection divine de Aussar. Et ils vont connaître une deuxième faute. C'est celui où de retourner dans la vertu. Les pharaons vont rentrer dans les pratiques spiristiques. C'est-à-dire, ils vont rechercher les alliances avec les esprits pour se protéger. Et avec ça, nous avons les mâles qui rentrent en Égypte antique. Ces mâles vont se cicatriser petit à petit, et va conduire à la chute de l'Égypte. L'Égypte est envahie et commence une nouvelle phase. C'est la phase de l'Afrique, disons de l'Égypte arabe et par après l'Égypte occidentale. À distance de temps, nous retrouvons la même maladie continuer à se répandre. Partant de l'époque pharaonique, je me retrouve à l'époque de Mansa Moussa, les grands cancans Mansa Moussa. Eh bien, Mansa Moussa est enregistré dans les archives pour être l'homme le plus riche du monde. Cependant, les Mali qui était l'empire dont il gérait n'a jamais été reconnu quelque part comme étant l'empire le plus riche. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les mines d'or étaient possédées au Moussa Kankan, au Kankan Mansa Moussa. Tout était à lui. Pire encore, le Kankan Mansa Moussa ne distribuait son argent que lorsqu'il allait en pèlerinage à la Mecque. Et bien, ce sont des éléments très puissants parce que les mêmes modèles, nous les retrouvons dans ce qu'on appelle l'élite africaine occidentale. Pourquoi je vais tirer... j'ai parlé de l'Europe, de l'élite africaine contemporaine. Pourquoi je tire l'accent et je mets l'accent sur cela? Parce que souvent, à tort, nous avons pensé que les différents comportements de la leadership africain découlent ou ce sont des séquelles du colonialisme. Je ne dis pas que cela ne soit pas le cas, mais je vais ici signaler que cette maladie précède le colonialisme. C'est un comportement qui commence avec la trahison des pharaons. Depuis cette époque, tous les hommes africains qui sont passés au pouvoir, eh bien, ils ont abusé de leur pouvoir, ils ont utilisé le peuple et n'ont pas su
s'est comporté de manière intègre et digne. Dès qu'on a été au pouvoir, eh bien, le peuple on s'est transformé du jour au lendemain au bourreau du peuple. Eh bien, ces comportements est typique. Nous pouvons le revoir dans les temps. Cet élément-là avait cassé ce qu'on appelle aussi la civilisation égyptienne. Inutile de vous signaler que quand l'Égypte antique commence à créer et à couler, il y a détachement. Une forme de fédéralisation, non sur le territoire égyptien, mais différents groupes vont commencer à aller s'éparpiller, à selon aussi des vagues d'invasion. On connaît cette histoire. Il y a plusieurs documents qui en parlent déjà, notamment si vous voulez savoir cela, il faut lire Omotunde ou d'autres érudits là-dessus. Ils vous diront, je ne suis pas là pour répéter ce qui a été dit. Ce que je vais ici signaler, c'est un autre point. C'est-à-dire, il y a une expansion qui part de l'Afrique, de l'Égypte antique. À part le déclin de l'Égypte antique va donner naissance à plusieurs royaumes et empires, mais jamais plus à des civilisations. La démarche civilisatrice africaine s'est estompée avec les pharaons. La civilisation est une démarche d'ensemble. C'est ainsi que, à tort, des fois, j'entends dire que voilà, on ne reconnaît pas les civilisations arabes, on ne reconnaît pas la civilisation, disons, asiatique, et voilà, on ne reconnaît que la civilisation occidentale. Pourquoi? Parce que l'occidental mécomprend les expressions qu'il utilise et veut seulement être lui le portateur d'une civilisation. Eh bien, la civilisation est quelque chose de différent. La civilisation, en soi, pour ça, est une marche d'ensemble, est une démarche d'ensemble. Voilà que depuis cette époque, l'Afrique n'est plus en mesure de pouvoir faire une marche d'ensemble. Les différents royaumes qui se créent en Afrique, bien que puissants, je parle de l'empire, bien entendu, du Mali avec Kankan Moussa Moussa. Mansa Moussa dépense son argent à la Mecque, mais n'investit pas dans les autres pays africains. Nous n'avons pas des archives. Et il a été écrit que Mansa Moussa était l'homme le plus riche du monde. Et s'il y avait des rapports privilégiés entre différentes royautés africaines, eh bien nous aurons eu des informations dessus. D'autant plus qu'une des plus grandes sources d'informations à ces jours authentiques sont les griots. Et quand on parle des griots, eh bien on ne parle pas d'amitié. On ne parle pas de collaboration. C'est ainsi que quand les différents royaumes africains sont attaqués, eh bien, ils sont abattus une à une. C'est-à-dire nous avons une démarche occidentale civilisatrice, destructrice, colonisatrice, impérialiste, mais toujours civilisatrice qui s'impose en Afrique et prend les royaumes un par un. Et chaque fois qu'on attaque un empire, eh bien, les autres sont inefficaces. Les autres regardent avec les yeux. Alors, pour ceux qui pourraient me dire, voilà comment tu fais pour avoir ça, eh bien, j'y arrive par déduction. J'y arrive par déduction en me disant, eh bien, je prends par exemple la Libye. La Libye est un pays africain, arabe ou chrétien, peu importe, mais c'est un pays africain. Et cela va de la légitimité territoriale. Ou encore, disons, plus de la légitimité ou de la souveraineté continentale. Okay? La France n'accepterait jamais qu'on attrape l'Hongrois par quelqu'un, par, je ne sais pas moi, la Chine. Elle interviendrait. Et je ne pensais pas que même les tout petits pays d'Europe, où je ne penserais pas que l'Allemagne laisserait, par exemple, que la Corée attaque la Grèce. Ou la Pologne. Ils interviendraient. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons vécu l'attaque non justifiée et barbare et pouvons définir diabolique de la Libye, et aucun pays africain n'a levé les doigts. Nous avons vu Boko Haram poser beaucoup de problèmes dans une partie de l'Afrique. Nous n'avons aucun autre pays africain qui a intervenu. Et je vais encore plus loin, je parle au massacre du Rwanda. Quand il y a massacre au Rwanda, les autres pays africains regardent avec les yeux. La guerre d'Angola. Oui, on parlera d'intervention diplomatique, mais il n'y a pas une volonté véritable. Il n'y a pas une démarche civilisatrice.
Et par déduction, celle-ci me permet de réaliser et de comprendre pourquoi, par exemple, durant la guerre de la colonisation de l'Afrique, quand les colons attaquent les Afriques, eh bien, chaque empire est bâti un après l'autre. Il n'y a pas une démarche civilisatrice qui fait que tous les autres empires puissent aller au secours de l'un d'entre eux qui est en difficulté. Il n'y a pas cette démarche-là. Tous ces éléments que je présente sont d'une actualité frappante. Et c'est ça ce qui constitue ce que j'appelle à ma manière la malédiction des pharaons. Cette malédiction des pharaons qui se déploie sur des axes. Le premier axe est celui de l'incapacité de la conjugaison. Regardez, entre nous aujourd'hui, dans le monde africain, c'est difficile de travailler ensemble. Nous ne savons pas les faire. Nous préférons de manière instinctive, sinon programmée, génétiquement, accepter de nous faire maltraiter par un autre qui ne soit pas un Africain. Mais dès que nous sommes devant notre frère, nous refusons de collaborer, nous refusons de frapper, d'aller d'ensemble. C'est cette même malédiction qui fait que quand les hommes africains sont mariés aux femmes occidentales, ce sont les plus beaux hommes du monde. Quand ils sont mariés avec leurs propres frères, ils deviennent tous des Bruce Lee et des Mohamed Ali, les grands boxeurs. Et bien, je peux être ici expliqué, articuler, justement pas justifier les différentes manifestations de ce même syndrome. Et la deuxième élaboration, la deuxième branche de cela, c'est à travers le culte des esprits, qui a été interdit par Haussard de manière exprès il y a très très trop longtemps. Haussard nous interdit la pratique du culte des esprits. C'est même un culte que nous tenons et que nous vivifions de manière que l'on retrouve à travers toute l'Afrique. Eh bien, tous ces éléments que nous pouvons voir de manière très active, présentes aujourd'hui dans nos communautés, dans nos manifestations de tous les jours, sont ce que nous appelons la malédiction des pharaons. La malédiction des pharaons aujourd'hui représente l'ego africain, de l'individu africain, l'Africain moyen, qui est incapable de concevoir la vie du point de vue communautaire. La seule chose qu'il a en tête, c'est sa propre réussite. Eh bien, les pharaons ont commencé par là. Les pharaons ont oublié qui étaient les autres. Ils ont oublié leur rôle. Eh bien, les pharaons ne pensaient qu'à leur poche. Et tout ce qui était autour était devenu à eux. Eh bien, cette attitude-là, cette attitude individualiste, est une malédiction, la malédiction des pharaons. La recherche de tout moyen pour la satisfaction de ses propres moyens, débouchant sur la spiritualité, où on acquiert une forme de spiritualité commerciale, une spiritualité qui n'est pas pour l'expression du beau, une spiritualité qui ne tient pas pour la compréhension du mystère de l'existence, mais une spiritualité qui a des objectifs énormément commerciaux. Eh bien, l'exploitation des esprits, l'exploitation des connaissances des esprits et l'exploitation des capacités des esprits pour acquérir une chose puis une autre, eh bien, constitue le deuxième point de la malédiction des pharaons. Aujourd'hui, quand nous faisons un examen, si vous vous permettez de faire un examen direct sur les différentes problématiques que nous affrontons, vous vous retrouvez cela en plein. Et aujourd'hui encore, dans notre démarche de vouloir changer, dans notre démarche de vouloir transformer cette société, et nous sommes relancés dans une renaissance, mais une renaissance africaine que l'on chante, une renaissance kamite qui est vide parce qu'elle est vide de bases. Quelles sont les bases? Eh bien, nous n'avons pas compris ce qui n'a pas fonctionné. Nous n'avons pas étudié notre monde. Nous n'avons pas étudié l'Égypte antique. Nous ne comprenons rien de la dynastie zéro. Et donc, nous ne comprenons pas ce qui s'était réellement passé. Nous ne comprenons pas où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a été fait pour que les choses aillent mal. Et nous voulons une renaissance. Une renaissance de quelle manière? La renaissance arabe, qui porte à la civilisation arabe, est une renaissance de la civilisation assyro-babylonienne, qui à son tour était l'enfant de la civilisation akkadienne, qui à son tour descend de la civilisation sumérienne de l'Est.
Après, de l'autre côté, nous avons la civilisation grecque qui naît des celles coptes pour devenir par après la civilisation romaine. À la chute de la civilisation romaine, il y a une renaissance qui porte la civilisation occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Au troisième point, nous avons la civilisation cimérienne de l'Ouest, c'est-à-dire la civilisation que nous appelons le monde africain. C'était la civilisation cimérienne de l'Ouest qui va se développer, dont une branche va former la civilisation atlantide. Et la civilisation atlantide, après l'engouffrement, après les inondations du monde atlantide et sa perte, on va créer la civilisation égyptienne. Mais la civilisation égyptienne, quand elle s'est éteinte, il n'y a pas eu de renaissance. Et aujourd'hui, une renaissance africaine, kamite, ne peut se baser que sur une reprise, une étude sincère et profonde des dynamismes, des raisons de base de l'Égypte antique et non du folklore. Parce que souvent, on s'arrête en l'image. On s'habille en pharaon, on organise des rituels, on organise des fêtes, et puis on dit, voilà, c'est ça la Renaissance. Ça, ce n'est pas une Renaissance. Une Renaissance est à base, généralement, à base littéraire. Il faut des études culturelles poussées, comprendre cette civilisation, pas sa folklore. Comprendre ses bases. Et j'insiste sur les points scientifiques et non sur des points folkloriques. Et reproposer une démarche nouvelle, définie civilisatrice, qui découle de la civilisation égyptienne, de la dynastie 0, c'est-à-dire Kémétique noire. C'est à ce moment-là, une renaissance est toujours basée sur l'étude. Une renaissance, ce n'est pas un sentiment, c'est un travail de fond. Aussi longtemps que ce travail de fond n'est pas fait, on ne peut pas parler de civilisation. Sinon que nous engouffrés dans l'hécatombe de ce que j'appelle la malédiction des pharaons qui s'est aujourd'hui vêtue de la toge de l'ego africain. Ankh Oudja Seneb.